L'idée d'un film Green Lantern germe dans la tête des officiels de Warner Bros. Dès 1997, durant la pré-production infernale du Superman Lives de Tim Burton. L'écriture et la direction du film sont proposées à Quentin Tarantino, mais ce dernier refuse et, en 2004, la Warner se tourne alors vers l'idée d'une comédie fantastique avec Jack Black dans le rôle titre, avant de l'abandonner suite à de mauvaises réactions de fans sur le net. L'acteur Corey Reynolds, fan de Jon Stewart, propose alors une idée de trilogie, l'introduisant dans le rôle de son personnage favori dès le premier volet, avant d'emmener progressivement Hal Jordan puis la Justice League sur un deuxième et troisième film. Un premier jet de scénario est envoyé en 2007, avec une possible sortie du premier opus dès 2010, mais une nouvelle fois, l'idée ne sera pas retenue. En 2008, c'est un trio de scénaristes et de comic book writers qui se penchent sur le projet. Greg Berlanti, Michael Green et Mark Guggenheim. Décidant de réunir plusieurs inspirations issues de différentes époques, ces derniers finiront progressivement par déboucher sur le scénario définitif du film. Greg Berlanti sera remplacé par Martin Campbell au poste de réalisateur et Ryan Reynolds décrochera le rôle de Hal Jordan au détriment de Bradley Cooper, Jared Leto ou encore Justin Timberlake. À sa sortie en salle en juin 2011, Green Lantern essuie de sérieuses critiques négatives et ne rapporte que 220 millions de dollars au lieu des 500 escomptés, ce qui en fait clairement un échec à tous les niveaux et ce qui annule définitivement tout espoir d'en voir une suite. Bien le bonjour les zincs, c'est Oz et vous êtes sur Oz Comics. Aujourd'hui, nouvel épisode de Magnétoscope. Nous allons parler de Green Lantern, film sorti en 2011 et réalisé par Martin Campbell. Résumé du film, il s'agit tout simplement de l'origin story d'Hal Jordan qui, dans la chronologie de publication DC Comics, dans l'histoire de DC Comics, est le deuxième Green Lantern, après Alan Scott. Et généralement, c'est le Green Lantern principal. Aujourd'hui, il est représenté comme étant le Green Lantern principal. C'est pour cette raison qu'on a décidé de faire un film sur lui et non pas sur Kal Rayner ou Jon Stewart par exemple. Donc Hal Jordan qui est un pilote de chasse au service de l'armée américaine, un pilote aux capacités hors normes, extrêmement téméraire, et pour cette raison il va être choisi par le corps des Green Lantern pour en devenir un. Alors qu'est-ce que le corps des Green Lantern? Pour résumer, pour aller rapidement au but, les Green Lantern c'est un groupe de soldats d'élite entre guillemets qui ont pour but de protéger chacun un secteur. Qu'est-ce qu'un secteur? Un secteur c'est un ensemble de systèmes solaires, donc c'est quelque chose dans l'espace d'extrêmement vaste. C'est pas juste un système solaire ou juste une planète, c'est vraiment un ensemble de systèmes. Et pour chaque secteur, il y a un Green Lantern qui est désigné pour protéger le secteur en question. Et donc, il n'existe pas encore de Green Lantern pour le secteur 2814, si je dis pas de conneries, qui est celui dans lequel se trouve la planète Terre. Donc là, c'est la mythologie Green Lantern pour les nuls. Avant toute chose, je préfère préciser quelque chose. Green Lantern, c'est un univers que je ne maîtrise pas du tout. Pour la simple et bonne raison que c'est très axé science-fiction et extraterrestre, et vous me connaissez, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Voilà, que je n'ai jamais aimé. Les Star Wars, les machins comme ça, les space opéra, c'est quelque chose qui ne me parle pas. C'est pour ça que dans l'univers DC Comics, je suis très peu focalisé sur Green Lantern, bien que j'essaye de m'y mettre parce qu'il y a quand même 2-3 choses qui sont vraiment très très cool. Voilà. Qui sont vraiment géniales, même pour le coup. Un jour, un extraterrestre du corps des Green Lantern du nom d'Abin Sur, qui est un des plus puissants, se crache sur Terre et afin de lui succéder puisqu'il est en train de mourir, il demande à son anneau, puisque chaque Green Lantern a un anneau qui est rechargeable via l'énergie verte qui est contenue dans des lanternes vertes. Donc chaque Green Lantern a sa lanterne verte qui est en très gros la batterie de ton téléphone et tu recharges ton anneau avec ta lanterne. L'anneau a la capacité de matérialiser ce que veut le porteur. Voilà. Pour cela, il faut que le porteur soit désigné par l'anneau, puisque c'est un peu, voilà, c'est un système d'élus. On ne rentre pas dans le corps des Green Lantern qui veut. C'est l'anneau qui choisit son porteur, en fonction de son courage, puisque c'est la qualité principale requise pour devenir un Green Lantern. Et donc Hal Jordan est choisi par l'anneau d'Abin Sur pour devenir le Green Lantern qui sera en charge du secteur 2814 dans lequel se trouve la planète. Je crois que c'est 2814, je dis peut-être de la merde, mais voilà, on s'en fout, ça sert à rien dans cette review. Bien évidemment, grand super-héros, grand super-vilain, donc l'entité démoniaque Parallax. J'attendais que le tracteur passe. Qui est l'entité jaune. Donc
L'entité verte, c'est la couleur des Green Lantern, c'est la couleur de la volonté. Donc en très gros, c'est les gentils. Voilà. Et l'entité jaune, c'est l'antithèse c'est l'anti-couleur verte. La couleur jaune, c'est la couleur des méchants. Je résume, hein, c'est la couleur de la peur, qui est matérialisée par Parallax, qui est une entité, une espèce de gros nuage cosmique. Voilà, on comprend que c'est méchant. Voilà. Et Parallax arrive à prendre contrôle du corps d'un scientifique sur Terre. Comment il s'appelle? Harold Hammond. J'ai oublié son nom. Hector Hammond, je crois. Et voilà, en très gros, ça devient son larbin. Il prend contrôle du corps d'Hector Hammond afin d'arriver à ses fins. Le but de Parallax, c'est de tout détruire. Voilà, clairement, là, on est sur un méchant. Et tout ce qu'il y a de plus méchant, classique, cliché. Et voilà, c'est à peu près le résumé du film. Il y a d'autres choses qui se passent dans ce film, mais c'est pas non plus, ça vaut pas la peine d'être évoqué ici. Quel rapport j'entretiens avec ce film? Absolument aucun, puisque lorsqu'il est sorti en 2011, je ne suis pas allé le voir au ciné, étant donné que les Green Lantern, je m'en contrefoutais littéralement le cul. C'est vrai que si un film Green Lantern sort aujourd'hui, j'irai le voir, hein, Day One, parce que je m'y suis mis un petit peu quand même, tu vois. Et c'est quelque chose qui commence de plus en plus à m'intéresser. Mais c'est vrai qu'en 2011, j'en avais strictement rien à branler, donc quand le film est sorti, je ne suis pas allé le voir. Petite anecdote sympathique, c'est que j'ai un pote qui lui est allé le voir au ciné, et qui m'a envoyé un message, je m'en souviendrai toute ma vie. Il m'a dit, gros, je suis assis au ciné devant Green Lantern, 3 petits points, deuxième message, 3 petits points, je crois que c'est de la merde. Voilà. Donc c'est le premier rapport que j'ai avec le film Green Lantern, c'est le message d'un pote qui me dit que bah, c'est de la merde. Donc c'est quelque part, ça influence quoi qu'il arrive la vision que tu vas porter sur le film par la suite. Hein. Quand on te dit d'entrée de jeu que c'est de la merde. On va commencer par les points positifs parce que Green Lantern, malgré tout le mal qui se donne, c'est un mauvais film. Donc on va commencer par le point positif, il n'y en a pas beaucoup. L'origine story d'Hal Jordan est plutôt respectée, c'est-à-dire quoi là, c'est un pilote de chasse qui est téméraire, qui fait plein de conneries, étant donné qu'il est courageux, il prend énormément de risques et donc du coup il se met un petit peu tous ses collègues à dos au sein de du SR Force, on va dire ça comme ça. Le fait qu'Abin Sur se crache sur Terre et que l'anneau désigne Hal Jordan comme étant successeur d'Abin Sur, tout ça c'est respecté, ils ont pas pris trop de liberté à ce sujet, en tout cas si on prend en compte toujours les canons de Green Lantern de Hal Jordan. Bien évidemment il y a eu plusieurs versions, mais si on prend vraiment la version la plus canonique, c'est plutôt respecté de ce que je sache. Donc c'est un premier point positif. Deuxième point positif, c'est Sinestro, je l'ai trouvé bien interprété, j'ai trouvé son maquillage plutôt cool. Franchement, faut le dire, hein, les maquillages comme ça peut très vite faire de la merde. Là, Sinestro, j'ai trouvé que c'était franchement réussi parce qu'on l'acteur arrive à outrepasser son maquillage et sa prothèse faciale pour faire passer des messages au niveau du regard, au niveau des expressions faciales, tout ça. Je trouve que c'est assez cool et Sinestro est bien interprété. C'est vraiment le Sinestro que je voulais voir. Je voulais pas voir Sinestro en méchant dès le premier film parce que Sinestro c'est un méchant qui est très intéressant et qui a un background assez complet et assez travaillé. Et c'est vrai qu'avant de devenir le chef des Yellow Lantern, donc qui sont en très gros les ennemis des Green Lantern, avant de devenir le chef du mal finalement, Sinestro, c'était un Green Lantern. Donc je trouve ça cool d'avoir attaqué par ça dans ce film. Étant donné que ce film était censé, il était comme tous les films de super-héros, généralement il y a une suite qui est prévue, etc. Et ils avaient prévu de mettre Sinestro en tant que chef des Yellow Lantern dans la suite. Voilà. Donc Sinestro aurait pris toute son importance dans un deuxième film qui n'a malheureusement jamais vu le jour. Donc c'est plutôt con parce que là on nous introduit un personnage qui est franchement bien réussi. J'ai bien aimé Sinestro dans ce film. On sent qu'il y a un potentiel, l'acteur est très bon, c'est le même acteur qui interprète le docteur je sais plus quoi dans Shazam, là, le méchant, le chauve, qui aurait fait un excellent Lex Luthor d'ailleurs, ça dit en passant. Donc voilà, Sinestro c'est un point positif de ce film et j'aurais aimé voir, même si je suis pas forcément emballé à l'idée de voir un Green Lantern 2 réalisé par Martin Campbell avec le même casting, mais au moins pour Sinestro, en tant que Sinestro, voilà, le vrai bad guy qu'on connaît, habillé en jaune et tout, là ça aurait pu être vraiment cool. Malheureusement ça s'est pas fait. Donc un bon point pour Sinestro, un bon point pour... On a un méchant, Hector Hammond, qui n'est pas très charismatique. Pour le coup, l'acteur le joue plutôt bien, je trouve. Hein. Hector Hammond, c'est vrai que c'est un méchant qui a été beaucoup critiqué, mais je trouve que l'acteur, notamment lorsqu'il a vraiment sa prothèse et qu'il a une tête difforme, je trouve que on sent le malaise. On sent le malaise et voilà. Donc je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est plutôt cool à ce niveau-là, au niveau du méchant d'Hector Hammond. Et puis il essaye de tuer des gens. C'est con, mais ça devient rare dans les films de super-héros. C'est un méchant qui essaye de tuer des gens. Et il y arrive d'ailleurs. Il y a une mort assez brutale d'ailleurs.
le sénateur là qui se fait cramer littéralement la gueule, et je crois que c'est la seule mort dans le film. Donc on commence déjà à arriver sur une pente où on adoucit les films de super-héros, hein. Là où le Green Goblin dans Spider-Man 1 pardon, il tuait à tour de bras des civils, là on arrive, on voit déjà qu'en 2011 on est déjà sur une pente descendante avec des super vilains qui ne font plus vraiment du mal autour d'eux. Ça va être d'ailleurs un point négatif, vous imaginez bien. La scène post-générique est un point positif, puisqu'on voit Sinestro qui enfile pour la première fois l'anneau jaune qu'il a forgé, et on sait qu'il va devenir le méchant ultime de Green Lantern, hein. Sinestro, c'est le Joker. Sinestro est à Green Lantern ce que le Joker est à Batman, vous le savez. Voilà pour les points positifs. Maintenant, un point négatif, il y en a plusieurs. Il y a des gros clichés dans ce film, mais c'est des gros clichés qui sont propres à tous ces films, à tous ces blockbusters mal maîtrisés. Pas maîtrisés pour le coup. Première fois qu'on voit le héros, donc Hal Jordan, qui n'est pas encore un Green Lantern, il est juste civil, il se réveille dans les bras d'une jolie demoiselle, forcément, et il y a son réveil qui sonne, et c'est de la bonne grosse pop rock américaine, et tu vois le héros qui s'habille et qui part au boulot en courant parce qu'il est à la bourre, sur de la pop rock américaine. Ça c'est le cliché numéro 1. Un moment où... Oh putain, il y a une bestiole là-bas, je sais pas ce que c'est. Regardez. Attendez, je vais essayer de zoomer. Ah putain, j'ai mal le... Voilà. C'est un héron, ça? Ouais, enfin bref. On n'est pas là pour parler du héron. Héron, petit pas, tapon. Je dis de la merde. Il me reste 20 minutes, faut que je fasse vite. Autre cliché. Il y a un moment où Hal Jordan va dans un bar avec son pote, et lorsqu'il sort du bar, il se fait attaquer par alors c'est 3 de ses collègues, à ce que j'ai cru comprendre, qui lui en veulent parce qu'ils ont perdu leur boulot à la suite d'une de ses nombreuses facéties à bord d'un avion de chasse. Entre gros, ils ont perdu leur boulot, et donc là ils viennent lui casser la gueule à la sortie du bar. Donc entre gros, c'est le rôle des 3 loupards qui attendent le héros à la sortie du bar pour lui péter la gueule. Donc deuxième gros cliché. Troisième gros cliché, comme dans tous les films tous les films un peu comiques où un héros apprend à voler, il y a toujours la scène où il saute avec la musique épique en mode ça y est, je vais enfin voler, tu vois, et forcément il tombe. Et après il remonte, tu vois. J'en peux plus de voir ça au cinéma, j'en peux plus. Franchement, faut arrêter avec ça, faut arrêter. Il y a un entraînement entre Sinestro, qui est en très gros le mentor d'Hal Jordan, et du coup, il y a un entraînement entre Hal Jordan et Sinestro qui fait clairement penser, alors je sais pas si c'est du plagiat ou un clin d'œil, ça fait clairement penser à la séquence d'entraînement de Batman Begins sur la glace entre Ra's al Ghul et Batman et Bruce Wayne. Les mêmes répliques. La peur n'est rien, il faut dominer sa peur. Tu vois, les mêmes répliques que tu vois dans tous les putains de films aussi, tu vois. Enfin voilà, j'ai trouvé que ce film il est plombé par des gros clichés bien qui font bien tâche et qu'on n'a pas envie de voir. Même si c'est un blockbuster hollywoodien, les mecs essayaient quand même de passer outre et de proposer un truc un peu plus intelligent. On peut faire du blockbuster hollywoodien sans rentrer dans les clichés. Zack Snyder l'a prouvé, et Christopher Nolan l'a prouvé. Quand je parle de films d'ici, bien évidemment. Un autre gros cliché qu'on n'a pas envie de voir. Lors de la séquence finale, lorsque Parallax arrive sur Terre pour tout détruire, on a bien évidemment les civils qui à New York, enfin c'est pas New York, c'est la ville, je crois que c'est pas Star City, c'est je sais plus, Coast City, je sais plus, la ville des Green Lantern, la ville d'Hal Jordan, je me rappelle plus, enfin bref, c'est une ville fictive, on va dire que c'est New York, on s'en fout. Lorsque Parallax arrive sur New York, même si c'est pas New York, fermez-la, on s'en fout, et les civils, bien évidemment, s'enfuient. En criant, en hurlant, scène de panique dans les rues. Et tu as le cliché du civil qui court, qui est le dernier d'ailleurs, c'est le plus lent, et qui tombe. Et lorsqu'il tombe, plutôt que de se relever et de repartir au triple galop, bah, il reste allongé au sol, il se retourne et il regarde la menace lui arriver dessus. Et il n'est pas cliché ce truc là sans déconner. Oh, faut qu'ils arrêtent avec ça, franchement, faut qu'ils arrêtent. Hein. Voilà, c'est des trucs qui plombent littéralement le film et on aurait pu s'en passer. Ça c'est con parce que c'est des points négatifs dont on aurait pu se passer qui étaient facilement esquivables. Hein. Point négatif, incohérence. Lorsque Abin Sur se crache sur la planète Terre, il se crache pas en pleine campagne ou au milieu du Sahara. Le mec c'est un extraterrestre à bord d'un vaisseau spatial qui se crache sur les côtes américaines et tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle. C'est-à-dire que le mec reste, je vais dire une connerie, 12 heures, une demi-journée,
coincé dans son vaisseau qui s'est craché sur un ponton de la plage. Et ça a mis la puce à l'oreille à personne. Il n'y a pas un civil qui faisait un footing. Tu vois, moi là, je suis dans les champs. Bon, je vous ai montré l'espèce de héron là. Ça vous a donné quand même un bel aperçu de là où je me trouve. C'est-à-dire que là, pas grand-chose aux alentours. Pourtant, il y a quand même quelqu'un qui promène son chien ici, tu vois. C'est-à-dire qu'ici, il y a quand même tout le temps du passage. Même si je suis à 5 minutes en voiture de la ville la plus proche, il y a toujours du passage. Donc là, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas un mec qui faisait du footing, qui l'aurait aperçu. Et puis bon, bien évidemment, la NASA, la CIA, qu'est-ce qu'ils branlent dans ces films? J'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'ils foutent? Les mecs, ils ont des matériels high-tech disséminés partout aux États-Unis pour capter comment dire, les mouvements dans l'espace, ce genre de truc. Et là, personne ne l'a vu arriver, ce mec. Donc grosse incohérence, ça c'est un peu de la foutaise. L'interprétation générale du film est mauvaise. Voilà, il n'y a aucun acteur qui, à part peut-être Sinestro, il n'y a aucun acteur qui prend son rôle au sérieux et tout le monde s'en fout. Lorsque Hal rencontre l'extraterrestre à Binsour, donc là, dans l'espace de 3 minutes, il y a un anneau qui est arrivé, qui s'est greffé à son doigt, what the fuck, qui l'a téléporté dans le ciel, l'a fait voler jusqu'à arriver à Binsour, qui est un extraterrestre à la peau bleue-violette, dans un engin spatial craché. Là, Hal, il est en mode poker face. C'est-à-dire que le mec, à la base, c'est quand même un pilote de l'armée américaine, mais je veux dire, il est pas censé savoir qu'il y a des extraterrestres qui existent, il en a jamais vu, il a jamais vu de fantômes, il a jamais vu de sorcières, il a jamais vu d'extraterrestres, ces mecs-là. Le gars, il est en mode poker face, en mode « Ah, tiens, un extraterrestre, comment ça va, Vinso ?» Et puis cette scène, elle est un peu bidon aussi, tu vois, je te la résume, hein. T'as Hal Binsour qui regarde Hal Jordan qui lui dit « Prends cet anneau, tu es l'élu. Allez, merci, au revoir. » Et là, il meurt. Voilà. Salut, au revoir, merci d'être passé. L'autre poker face, hein, ça le choque pas de voir un extraterrestre. Lorsqu'Hal Jordan rentre chez lui et en parle à son meilleur ami, qui ne sert à rien dans ce film d'ailleurs, si ce n'est à jouer le meilleur ami, comme la meuf dans Catwoman, la grosse là, tu vois, pareil, c'est le même rôle, qui sert à rien, on le met là, on sait pas pourquoi. Juste histoire de dire que, t'as vu, le héros il a un background parce qu'il a quand même des amis. Donc il a un passif. Non, c'est de la foutaise, on n'y croit pas une seule seconde à cette relation. Son pote, donc Hal Jordan est en train de raconter à son pote qu'il y a un anneau extraterrestre qui lui donne des super pouvoirs et qu'il a rencontré un extraterrestre qui lui a tout expliqué. Et son pote lui dit: comment ça, un vaisseau spatial? Ah ouais, un vaisseau spatial, d'accord, ok, pourquoi pas. Son pote aussi, poker face, rien à foutre. Voilà, c'est normal, tout est normal. Toute la première partie du film dans laquelle Hal Jordan apprend à maîtriser ses pouvoirs, voilà, il connaît pas, donc il apprend à recharger l'anneau dans la lanterne, il fait des trucs avec son anneau, machin. On croirait voir The Mask, on croirait voir le film The Mask, hein, clairement. Il y en a marre des super-héros pris à la légère, où les mecs, on leur dit que, putain, je sais pas, on te donne un anneau, on te dit que t'as des super-pouvoirs, et là, le gars, il fait le con pendant 3 plombes. C'est bon, arrête de voir. Ça fait penser à Shazam, ça. À la limite, Shazam, c'est justifié parce que c'est un enfant. Mais là, ça ne l'est pas, c'est pas justifié, c'est quand même un pilote de ligne, un pilote de chasse, pardon. Le mec est censé être un tant soit peu sérieux, quand même. Ils ont pris le parti de ne faire que des costumes en CGI pour les Green Lantern, afin de lui donner vraiment un aspect éclatant. Tu vois vraiment que c'est un costume cosmique, c'est un truc qui vient de l'espace, parce qu'il est en surbrillance, le truc à chaque fois et tout. Ça aurait été très compliqué à faire avec un costume lambda. Ok. Mais vous n'aviez pas moyen de faire un truc quand même un peu plus propre que ça, parce que le costume il est horrible. Je veux bien que tu fasses un costume en CGI, parce que bon, c'est le costume des Green Lantern, c'est pas n'importe quoi. Faut que ça pète, faut que ça brille. Mais là, non, franchement, ça passe pas. Et c'est surtout que ça l'émacie, alors je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais Ryan Reynolds qui, quand on le voit en civil dans le film, a quand même des gros bras, le mec est quand même assez mastoc, et là le gars il est mais émacié, on dirait qu'il est anorexique dans son putain de costume, et du coup ça craint un peu. Et il y a un truc qui est vraiment dégueulasse par-dessus tout dans le costume, c'est le masque, le loup. Faites le noir la prochaine fois déjà, à la limite si tu sais pas, parce qu'un masque, un loup vert, c'est vrai que déjà c'est dégueulasse. Fais un masque, fais comme un bandeau en fait, noir, mais un truc, voilà, et quitte à repeindre comme on faisait dans les films Batman, à repeindre le contour des yeux en noir pour que ça corresponde avec le reste du masque, fais ça. Mais fais pas un masque comme ça, vert, dégueulasse, avec des... Ça lui confère une espèce de... En fait on a l'impression qu'il a des lentilles dans les yeux, tu vois, enfin oui, forcément, des lentilles. Et ça lui fait un regard chelou, et en plus de ça, c'est censé masquer son identité, mais
Comment tu veux masquer l'identité d'un mec juste... Imagine là, je mets juste un masque comme ça avec des lentilles et tu vas pas me reconnaître. Tu vas pas reconnaître la forme de ma mâchoire, mes cheveux, enfin l'absence de cheveux pour le coup, non. Non. Bon, ils ont joué là-dessus parce que Carol Ferris le repère direct que c'est lui. Donc au moins, voilà, ils n'ont pas pris les gens pour des cons jusqu'au bout. Pas comme dans Superman. Dans certains films Superman où c'est mal fait. Notamment Superman Returns à ce niveau-là. Je l'ai évoqué dans le Superman Returns Magnétoscope. Il y a de la musique rock pendant tout le film, tu sais pas pourquoi. Il y a quand même un thème, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc c'est une bonne chose qu'il y ait un thème dans un film de super-héros. Moi je l'aime pas plus que ça, je le trouve pas épique, il s'envole pas assez, je le trouve pas assez héroïque, je le trouve assez classique, assez lambda. Il m'a pas fait voyager ce thème, j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus recherché. Au niveau de l'OST d'un film Green Lantern, on parle quand même d'un corps de super-héros extraterrestre. Ça aurait mérité un peu plus de recherche au niveau de la musique. Et puis il y a de la musique rock, tu sais pas pourquoi. Tu sais, des gros riffs de guitare. La planète Oa, c'est cool. Ils ont pensé à faire la planète Oa, mais on voit rien. Tu vois un pont sur lequel s'entraînent les mecs, terminé. Voilà, il n'y a que dalle. La première fois que Hal Jordan apparaît en tant que Green Lantern officiel sur Terre, durant la réception, là, dans la soirée spectacle, là, où il sauve des gens en empêchant un avion de s'écraser dans la réception, dans le public. C'est la première fois où il apparaît sur Terre en tant que Green Lantern, c'est-à-dire que c'est la première fois où c'est officialisé qu'il y a un Green Lantern qui protège la Terre. La scène n'est pas du tout épique. La scène n'est donc pas iconique. Iconisation loupée. Donc là, ça part très très mal pour me faire aimer un film de super-héros. Putain merde, iconise ça bordel, c'est la première fois qu'on se rend compte qu'il y a un Green Lantern qui protège la planète. Iconise bordel de merde. Le choix du méchant est complètement foireux. Je parle pas d'Hector Hammond. Pourquoi pas Hector Hammond? De toute façon, c'est les débuts. Dans une origin story, il faut pas mettre un méchant trop puissant. Parce que si le héros arrive à défaire un ennemi trop puissant dans une origin story, qu'est-ce qu'il va faire pour les prochains films? Donc le choix d'Hector Hammond me paraissait assez judicieux pour le coup. Alors par contre, je connais pas. Je sais pas si Hector Hammond est affilié à Parallax dans la vraie histoire, dans l'histoire des comics. Comme je l'expliquais, je m'y connais pas plus que ça en Green Lantern. Mais je sais que Hector Hammond existe, mais est-ce qu'il est affilié à Parallax? C'est la question que je me pose. Dans ce film-là, il est affilié directement à Parallax. Il travaille pour Parallax dans ce film-là. Donc Hector Hammond, oui. Parallax, non, bordel de merde. Tu mets pas Parallax, qui est quand même l'entité... Parallax est à Green Lantern, ce que Darkseid est à la Justice League. Tu mets pas Darkseid dans un premier film Justice League. J'aurais pas dû dire ça. C'est une idée de merde de mettre le plus puissant ennemi. C'est pas le plus symbolique, Parallax, je vous l'accorde. Le plus symbolique, c'est Sinestro. Mais Parallax, c'est le plus puissant, bordel de merde. Tu mets pas Parallax dès le premier film. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Allez, à la fin, t'as un final qui est complètement pourri parce que c'est bâclé. Le final, il dure 5 minutes. Combat entre Hal Jordan et Parallax, 2 minutes 30. Et t'as 2 minutes 30 de combat entre Hal Jordan et le méchant, Hector Hammond. Voilà. T'as 5 minutes de finale en tout et pour tout. Le combat est nul à chier. On n'exploite pas les pouvoirs d'un Green Lantern parce qu'un Green Lantern, il sait faire autre chose que des gants de boxe, quoi, avec son putain d'anneau, je sais pas quoi. Là, t'as l'impression de voir un film The Mask, comme j'expliquais. Hein. Putain, t'as un Green Lantern, fait des trucs de ouf, merde. Et le final, il est complètement pourri, il se passe rien. Les civils sont pas en danger une seule fois. Parce qu'il y en a un qui est en danger, mais Hal Jordan arrive pour le sauver en créant une sulfateuse. C'est-à-dire que le mec... crée une sulfateuse. Le mec, il est capable de créer ce qu'il veut, il crée une putain d'arme de merde qu'ont tous les humains à disposition. Moi, je comprends pas. Il y a des choix que je ne comprends pas. Bref, au bout de 5 minutes de combat pourri, Hal Jordan arrive à défaire Parallax, à anéantir Parallax, en l'envoyant dans le soleil, tout seul. À quoi servent les Green Lantern? Si un seul d'entre eux, alors qu'ils sont je sais pas combien de milliers les mecs, un seul d'entre eux arrive à défaire la plus grosse menace que connaissent les Green Lantern à l'époque, avant Sinestro. À quoi ils servent les autres? Pourquoi ils sont 1000? Alors on va me dire c'est pour bien montrer qu'Hal Jordan va devenir un des meilleurs Green Lantern parce qu'il a réussi à faire à lui tout seul ce que n'ont pas réussi à faire Sinestro et sa bande de ploucs au début du film. Donc déjà, dire que Hal Jordan arrive à faire un truc que Sinestro n'arrive pas, en plus d'être entouré, non, faut pas se foutre de la gueule du monde.
Donc la menace était trop importante dès le premier film, donc ça c'est un gros point négatif. Et voilà, je pense avoir à peu près tout dit. Il me reste 4 minutes, il faut que j'aille vite. Je pense avoir cité tous les points négatifs et les points positifs. Voilà, il y a peut-être des choses qui m'échappent. J'ai vu le film ce matin. La première fois que j'ai vu le film, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près. Donc là, je l'ai revu une deuxième fois ce matin pour faire la review parce que je l'avais oublié ce film. En 2 ans, je l'avais déjà complètement oublié. Je ne savais plus ce qui s'y passait parce que ce film ne marque pas. Ce film n'est pas épique, ce film n'est pas iconique. Le méchant est bâclé, c'est censé être un des plus grands méchants des Green Lantern et il est bâclé, je parle de Parallax. L'autre méchant est presque caricatural, je parle d'Hector Hammond. Donc il y a un gros problème au niveau des méchants, il y a un gros problème au niveau de l'iconisation. Le scénario, c'est un scénario digne d'un comic book Green Lantern, certes, mais c'est pas... Ça va pas chercher midi à 14h non plus, hein. C'est vraiment la grosse menace extraterrestre qui vient détruire le monde. Donc il y a tellement de trucs qui font que ce film est mauvais, hein, faut le dire. Hein. Alors après, je vais mettre les points sur les i quand même, parce que, ok, Green Lantern est mauvais, et les sauts de merde qu'il a reçus sur la gueule sont justifiés. Franchement, on peut pas dire que ce film... Voilà, c'est normal que ce film se soit fait lyncher. Le problème que j'ai, c'est que à la concurrence, chez Marvel, on a des films, on a plein de films qui sont pour moi des équivalents à Green Lantern, dans ce qu'ils proposent, dans l'iconisation complètement foireuse, dans le scénario pourri, dans les méchants qui n'existent pas. Il y a plein de films, tu prends Iron Man 2, tu prends Thor, tu prends pour moi le premier Captain America, il est pourri aussi. Thor 2, tu prends tous les Iron Man, de toute façon déjà ça dégage au lance-pierre. À la concurrence, t'as le principe même du MCU, c'est du Green Lantern, tu vois, pour moi. C'est exactement les mêmes films. Ils proposent exactement la même chose que propose Green Lantern. Alors je comprends pas pourquoi d'un côté on chie sur Green Lantern. Je comprends qu'on chie sur Green Lantern, mais je ne comprends pas pourquoi on chie sur Green Lantern et pas sur les autres. Là, faut qu'on m'explique. C'est de la mauvaise foi. Après, on va dire les DC fanboys, Sauf que moi, je vois quand même plus de gens qui s'acharnent dès qu'un film DC est moyen, passable ou mauvais. Je vois beaucoup plus de gens qui s'acharnent à les démonter que quand c'est le cas à la concurrence. Hein. Je suis désolé. Hein. Il y a des trucs qui passent inaperçus à la concurrence. Putain, pourtant, c'est vraiment de la chiasse, quoi. Donc c'est ça qui m'emmerde un peu. C'est que, ok, on peut chier sur Green Lantern. Je l'ai fait dans cette vidéo. Chier sur Green Lantern. Mais à ce compte-là, chier sur les autres qui sont pareils de l'autre côté. Voilà. Pas d'injustice, bordel de merde. Quelle note pour ce Green Lantern de 2011? Un 8 sur 20. Parce que je préfère quand même regarder ça à Superman 2 qui avait écopé d'un 7,5. Mais ça vaut pas la moyenne. Ce film n'est pas aussi mauvais qu'un Catwoman, n'est pas aussi mauvais qu'un Batman et Robin ou qu'un Superman 4 ou 3. Faut quand même rendre à César ce qui est à César. Mais ça vaut pas la moyenne, je suis désolé, il y a trop de trucs qui sont pas respectés, comme j'expliquais dans les 5 points majeurs que j'évoque souvent dans mes vidéos maintenant, il y en a trop qui sont pas respectés, il y en a quasiment aucun qui est respecté d'ailleurs pour le coup. Donc ça vaut clairement pas la moyenne. Ce film aurait pu être sauvé, ce film aurait pu avoir la moyenne si on avait vu Hal Jordan faire des trucs un peu plus épiques avec son anneau, tu vois. Plutôt que des gants de boxe et une Gatling, franchement. Ce film ne fait pas assez rêver, c'est censé être un film Green Lantern, faites-nous rêver, bordel de merde. Voilà. Je suis pas du tout d'accord avec ce que beaucoup de gens disent sur internet, comme quoi Aquaman et Wonder Woman sont les 2 films les plus marveliens qui existent chez DC. Pour moi, le film le plus marvelien qui existe chez DC, c'est Green Lantern. Pour moi, quand je vois un Green Lantern, j'ai l'impression de voir Iron Man 2, j'ai l'impression de voir ce genre de truc, tu vois. Voilà, c'est-à-dire que tu te fais chier devant, alors que t'es pas censé te faire chier devant un film de super-héros à la base. T'es censé rêver devant un film de super-héros, et là, ça n'arrive pas une seule fois. Bref, une nouvelle fois, une belle preuve d'un manque de compréhension totale et d'un manque de savoir-faire et d'un manque d'envie, d'un manque de motivation de la part de Warner Bros. D'adapter fidèlement et respectueusement une licence DC qui, pour le coup, aurait autant de mérite, à être adapté qu'un film Batman, parce que t'as autant de choses à dire sur l'univers des Green Lantern que sur l'univers de Batman, je suis désolé, quoi. Alors pourquoi on l'a jamais au cinéma? Ça, on l'a eu une fois, ils se sont chiés dessus les mecs, et du coup, plus jamais. Apprenez de vos erreurs et refaites un truc propre. Vous savez ce qu'il ne faut pas faire maintenant. Tout le monde vous a chié dessus. Voilà. À la prochaine les amis.